Avez-vous entendu les histoires des stars d'Hollywood, dont les carrières ont brillé intensément, mais se sont terminées de manière définitive? Leurs héritages cinématographiques sont remplis de moments inoubliables, mais derrière le glamour se cachaient des défis invisibles. Nous allons redécouvrir leurs histoires. Carole Landis. Après ce début difficile, elle a saisi des opportunités dans la danse et le chant, finissant par décrocher un contrat chez Warner Bros. Bien qu'elle ait souvent joué des petits rôles à la fin des années 1930, son rôle de Loana dans 1 Million BC a attiré sur elle un nouvel intérêt. Elle est apparue dans près de 50 films, sa beauté éclipsant fréquemment son talent aux yeux des critiques. Loin de l'écran, sa vie était marquée par des mariages ratés et des problèmes de santé persistants. En 1948, ses luttes ont culminé avec une overdose de médicaments dans sa maison de Brentwood Heights, marquant à jamais la fin d'une carrière prometteuse. Barbara Bates. Barbara Bates est née le 6 août 1925 à Denver, Colorado, suscitant un intérêt précoce pour les arts du spectacle. À la fin de son adolescence, elle s'est lancée dans le mannequinat, ce qui l'a aidée à surmonter une partie de sa nature timide. Une victoire dans un concours de beauté local l'a amenée à Hollywood, où elle a attiré l'attention de Cecil Cohn, un publiciste de United Artists. Leur relation, bien que compliquée, l'a propulsée dans l'industrie cinématographique. Avec Warner Bros., Bates a commencé à décrocher des rôles qui mettaient en valeur son image saine. C'est chez Emerson. Ses apparitions notables incluent des rôles brefs mais mémorables dans des films populaires comme All About Eve. Malgré son personnage doux à l'écran, elle a lutté contre des sautes d'humeur intenses, des problèmes de santé et de profondes insécurités. Les déménagements en Angleterre et le retour à Hollywood n'ont pas réussi à raviver sa célébrité déclinante. En 1969, ses luttes personnelles ont éclipsé tout projet futur, conduisant à sa sortie finale de la scène de la vie, Bella Darby. L'histoire de la vie de Bella Darby était marquée par des hauts et des bas extrêmes. Elle a survécu aux horreurs d'un camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale pendant sa jeunesse. À la recherche de normalité, elle s'est ensuite tournée vers les cercles de jeux d'Europe à Monaco, où sa fortune a vacillé. Sa vie a radicalement changé lorsque Daryl F. Zanuck et sa femme, Virginia, ont reconnu sa présence exotique et l'ont amenée à Hollywood, la nommant Darby en combinant des lettres de leur propre prénom. Malgré des rôles dans des films de premier plan comme Les Inconnus dans la ville, son accent et son léger défaut d'élocution ont freiné sa progression. Elle fut bientôt impliquée dans un scandale impliquant M. Zanuck, mettant à mal le mariage de son bienfaiteur et réduisant à néant toute perspective majeure à Hollywood. De retour en Europe, elle accepta des rôles mineurs, mais ne put surmonter ses dettes croissantes et ses addictions. En 1971, le désespoir et la tristesse l'engloutirent, menant son histoire à une fin prématurée et tragique, avec Faith Bacon. Faith Bacon, présentée par les impresarios comme la plus belle fille du monde, est créditée pour avoir été pionnière de la danse du fan au cours des années folles. Née Frances Yvonne Bacon, le 19 juillet 1910 à Los Angeles, elle a commencé sa carrière à Paris sans formation de danse formelle. De retour aux États-Unis, elle a joué dans diverses revues théâtrales, y compris les spectacles populaires d'Earl Carroll. Bien qu'un grave accident impliquant une boîte en verre l'ait laissée avec des cicatrices durables. Les apparitions cinématographiques de Bacon furent rares, notamment dans le drame criminel de 1938, Prison Train. Alors que ses engagements sur scène diminuaient, elle se retrouvait reléguée à des lieux de moindre importance, luttant contre des problèmes de santé personnelle et des difficultés financières. En 1954, elle a tenté de mettre fin à sa douleur, pour finalement quitter la scène de la vie dans des circonstances dévastatrices en 1956. Marion Haig. Marion Haig a montré très tôt un talent pour le divertissement. Découverte par Roscoe Fatty Arbuckle, elle a rejoint Balboa Studios adolescente, bien qu'elle ait menti sur son âge pour épouser le caméraman Sherman Plaskett. Marion a poursuivi des études de danse et des travaux de scène à New York avant de retourner à l'Ouest pour devenir une Mack Sennett Bathing Beauty. Elle a figuré dans plus d'une douzaine de films, dont The Hick is a Weekend Party avec Stan Laurel, se construisant progressivement une carrière modeste mais remarquable. Et ayant été nommée une Wampus Baby Star, son élan a ralenti. Sa dernière apparition à l'écran a eu lieu dans Up the River des années 1930. En proie à des difficultés personnelles et à une tristesse récurrente, Marion chercha un nouveau départ dans les auditions télévisées dès 1951. De manière déchirante, un désespoir écrasant l'a submergée cette année-là, mettant fin à sa vie à seulement 48 ans. Janet Loff. Janet Loff est née Janet Loff dans une famille d'origine danoise ayant un penchant pour la musique. Ayant grandi en partie au Canada,
Elle a étudié le chant au Ellison White Conservatory de Portland, se produisant dans des opérettes dès son adolescence. Sa voix de soprano raffinée et sa présence éclatante l'ont rapidement conduite à Hollywood et trouva des rôles réguliers dans des films de la fin des années 1920 comme Love Overnight et Hold M. Yale. La vie personnelle de Janet était colorée, marquée par des romances très médiatisées et un bref mariage. Elle a mis en valeur son talent vocal dans King of Jazz. Après avoir tenté un détour par Broadway, elle essaya de revenir à l'écran, mais sa carrière stagna. En août 1942, à seulement 35 ans, Ginette est décédée après avoir ingéré une substance nocive, laissant une question persistante sur la nature délibérée ou accidentelle de son dernier acte. Annie Haller. Annie Allers a trouvé sa vocation sur scène dès son plus jeune âge, se produisant au cirque à l'âge de 4 ans. Elle a été appréciée dans des opérettes à la Volksoper de Hambourg et a poursuivi sa carrière avec des rôles à Krefeld et Breslau, où elle s'épanouit dans Die Blume von Hawaii de Paul Abraham et d'autres productions célèbres. Entre 1928 et 1931, Annie apparut dans plusieurs films, sa voix envoûtante attirant l'attention bien au-delà des frontières de l'Allemagne. Un engagement à Londres a suivi, mais face à des problèmes de santé croissants, dont la tuberculose, elle s'est tournée vers l'alcool et les médicaments. En mars 1933, ses derniers jours ont pris une tournure tragique lorsqu'elle a mis fin à son parcours en tombant d'une fenêtre, alors que sa carrière semblait destinée à briller sous les projecteurs de l'Europe. Mary Nolan. Mary Nolan est entrée dans le monde du spectacle en tant que mannequin adolescente sous un pseudonyme joyeux, Bubbles. L'homme de spectacle, Florence Ziegler. Son attrait, la mettant en scène dans ses légendaires folies. Malheureusement, une relation tumultueuse avec le comédien marié Frank Tinney a terni la réputation de Mary et l'a incité à chercher de nouvelles opportunités en Europe sous le nom d'Imogen Robertson. Elle est revenue plus tard à Hollywood sous le nom de Mary Nolan, décrochant des rôles aux côtés de grands noms comme Lon Chaney dans West of Zanzibar et apparaissant dans des films de gangsters comme Young Desire. Bien qu'elle ait montré du potentiel, des problèmes personnels ont entravé sa progression, notamment des complications de santé, des déceptions amoureuses et une dépendance croissante aux stupéfiants. Dans les années 1930, sa carrière avait décliné et elle s'est retirée de la vie publique. À seulement 45 ans, Mary a été découverte sans vie après avoir pris une quantité mortelle de médicaments, marquant une fin tragique pour une beauté de l'écran autrefois prometteuse. Lupe Vélez. Née Maria Guadalupe Villalobos, Lupe Vélez brillait d'une personnalité sans limite et d'un esprit vif. Hollywood l'a appelée en 1927, lorsque F.W. Murnau l'a introduite dans l'industrie, menant à des rôles comiques et des collaborations avec des personnes comme Laurel et Hardy. Intrépide et magnétique, Lupe passa sans effort du drame à la comédie, avec son plus grand succès dans la série de films Mexican Spitfire. Connue autant pour sa vie personnelle passionnée que pour son talent à l'écran, elle épousa Johnny Weissmuller au milieu de nombreuses romances très médiatisées. Les propositions de films en baisse et les turbulences romantiques pesaient lourdement sur elle. En décembre 1944, accablée par le chagrin et l'incertitude, elle mit fin tragiquement à son histoire à 36 ans. Phyllis Haver. Phyllis Haver s'est aventurée vers l'Ouest avec sa famille et a trouvé un emploi en jouant du piano dans un cinéma. Remarquée par le producteur Max Sennett, elle est devenue l'une de ses célèbres baigneuses, captivant le public avec sa silhouette voluptueuse et ses cheveux dorés. Phyllis a obtenu des rôles aux côtés de Buster Keaton dans The Balloonatic et de Ben Turpin dans A Small Town Idol, entre autres. Son triomphe définitif fut d'incarner Roxy Hart dans l'adaptation muette de Chicago. Au sommet de sa gloire, Phyllis surprit tout le monde en prenant sa retraite en 1929 après avoir épousé le millionnaire William Siemens. Ona Munson avait un talent naturel pour la scène dès son jeune âge. À 14 ans, elle se produisait dans le vaudeville à New York, progressant rapidement vers les feux de la rampe de Broadway, dans des spectacles comme George White's Scandals et nommer son aura vivante, lui a valu des rôles à l'écran dans le Hollywood des années 1930, où elle a travaillé avec des sommités tels qu'Edward G. Robinson et Claudette Colbert. Malgré des romances et une série d'amitiés importantes, son rôle cinématographique déterminant fut celui de Belle Watling dans Autant en emporte le vent, une interprétation emblématique qui a simultanément mis en avant son charme et conduit à son enfermement dans ce type de rôle. Hors écran,
sa vie personnelle était marquée par des relations complexes et un désir d'accomplissement plus profond. Luttant avec des problèmes de santé et un désespoir croissant dans les années 1950, Mona s'est progressivement retirée de la vie publique. En février 1955, le poids de ses problèmes a conduit à une sortie tragique à 51 ans. 13. Joan Dowling. Joan Dowling était une interprète pleine de vie dès le début, cultivant son art à travers des pantomimes et des apparitions sur scène en Angleterre. À 14 ans, elle attira l'attention des professionnels du théâtre. À 17 ans, elle signa son premier contrat cinématographique. En grande partie autodidacte, son talent naturel a trouvé un cadre idéal au studio Ealing, où elle a brillé dans des rôles secondaires à la fin des années 1940. L'un de ses rôles les plus marquants fut dans Hue and Cry, où elle rencontra Harry Fowler, son futur mari, et également un habitué des studios Ealing. Bien que la chaleur et la promesse de Joan suggéraient un avenir brillant, en coulisses, elle luttait contre des difficultés émotionnelles. En 1954, ces luttes ont atteint un sommet, culminant en une décision tragique qui a mis fin à sa vie à seulement 26 ans. Bien que sa filmographie soit brève, sa vivacité et son envie d'explorer l'artisanat perdurent, comme un témoignage de la passion qu'elle apportait à chaque rôle, tant sur scène qu'à l'écran. Florence Lawrence. Florence Lawrence a atteint une étape importante dans l'histoire du cinéma. Elle a été la première interprète dont le nom a été utilisé pour promouvoir ses rôles dans son studio. Connue initialement sous le nom de la Biograph Girl, elle a montré son talent sous la direction de D.W. Griffith après avoir perfectionné ses compétences dans divers studios précoces. Sa transition vers EMP en 1909 a démontré son pouvoir de star. Carl Lemuel a utilisé ses apparitions publiques pour une publicité stratégique. La célébrité de Florence a contribué à changer l'attitude de l'industrie concernant le crédit des acteurs par leur nom, inaugurant une nouvelle ère de vedettariat. Malgré des succès notables à l'écran, sa carrière a rencontré des revers lorsqu'elle a subi une grave blessure au dos lors d'un accident sur scène. Bien qu'elle ait essayé de retrouver son élan dans les années suivantes, en 1938, après des périodes de maladie et de chagrin, son parcours s'est terminé dans des circonstances déchirantes. Phyllis Barry. Phyllis Barry est née Gertrude Hilliard le 7 décembre 1908 à Leeds, en Angleterre. Son talent pour la danse et la performance scénique s'est manifesté tôt. À 14 ans, elle avait rejoint une troupe de cabaret australienne, apparaissant dans des comédies musicales comme No, No, Nanette et Lady, Be Good. Rebaptisée Phyllis Duberry, elle attira l'attention dans le film australien de 1925 Painted Daughters. Une tournée aux États-Unis de la pièce Riorita amena le producteur hollywoodien Samuel Goldwyn à lui offrir un rôle dans Sinara. Elle fit sensation en 1933 face à Buster Keaton dans What No Beer et continua avec des rôles secondaires dans Blind Adventure et Forbidden Heaven. Ses mariages, cependant, furent tumultueux et une carrière cinématographique en déclin la laissa dans des rôles plus petits, y compris des petits rôles dans Three Little Sue and Sues et Waterloo Bridge. À la fin des années 1940, elle s'était retirée de la scène. En 1954, après des difficultés persistantes, son dernier chapitre s'est terminé de manière tragique. Dorothy Abbott. Dorothy Abbott a d'abord attiré l'attention en tant que danseuse de chœur dans des revues éclatantes de Los Angeles et Las Vegas, gagnant des surnoms comme « la fille au bras d'or ». Paramount l'a remarqué, lui accordant un contrat qui la plaça dans une série de petits rôles, d'invités glamour de fête, de danseuses de chœur et de mannequins. Souvent mise en avant pour son sourire dynamique et sa présence vivante, les apparitions de Dorothy au cinéma comprenaient de petits rôles dans des comédies et des drames à la fin des années 1940 et au début des années 50, ainsi que des projets de théâtre et d'immobilier en parallèle. À la télévision, elle a fait des apparitions occasionnelles, y compris un rôle récurrent dans Dragnet. Malgré sa vivacité apparente, des chagrins personnels ont assombri ces dernières années. Un mariage tumultueux avec l'officier devenu acteur Rudy Diaz s'est terminé par un divorce. En décembre 1968, à 47 ans, la vie de Dorothy s'est tragiquement achevée. Une fin triste pour une présence à l'écran autrement pleine de vie. Clara Blundick. Clara Blundick est née en 1880 dans des circonstances inhabituelles sur un navire américain près de Hong Kong. Elle est entrée dans le théâtre, notamment dans les productions de E.H. Southern, et n'a fait la transition vers le cinéma que dans sa trentaine. Initialement choisie dans des films muets, elle a finalement connu un plus grand succès avec des rôles secondaires plus petits mais mémorables. Son interprétation la plus connue est celle de Tante M dans Le Magicien d'Oz en 1939, un rôle qui lui a offert une reconnaissance cinématographique durable. Malgré sa participation à plus de 100 films, Clara a toujours considéré le théâtre comme sa véritable vocation. Elle a continué à accepter des rôles au cinéma dans les années 1940, même si sa santé déclinait.
Gladys Friesen s'est d'abord distinguée à Broadway dans des productions comme The Masked Woman et White Cargo. Avec un visage expressif et une énergie vive, elle a attiré l'attention des médias et a fait la couverture du National Police Gazette. Une série de mariages a suivi, y compris un avec l'acteur Douglas Gilmore. En déménageant à Londres, elle a épousé le comédien Monty Banks, qui a adopté son fils, et ils ont joué ensemble dans The Compulsory Husband. Bien que Gladys ait eu des apparitions régulières dans des films britanniques, la célébrité est restée insaisissable. Au début des années 1930, des bouleversements personnels se sont accumulés, aggravés par des problèmes de santé et une dépression nerveuse qui ont conduit à une brève disparition. Elle a lutté contre une profonde douleur émotionnelle et un bien-être défaillant. Le poids de ces luttes a culminé en une décision finale dévastatrice, blessant son Stevens. Inger Stevens a enduré une enfance difficile après que sa mère ait quitté la famille, finissant par déménager aux États-Unis à l'adolescence. D'une timidité frappante mais artistiquement motivée, elle a poursuivi une carrière d'actrice à New York, apparaissant dans des publicités et des spectacles off-Broadway. Hollywood a rapidement remarqué son talent dramatique, conduisant à des rôles aux côtés de Bing Crosby dans L'Homme de Feu, et plus tard à des apparitions dans des anthologies télévisées acclamées, y compris La Quatrième Dimension. Son plus grand succès à la télévision est venu avec le rôle de la gouvernante suédoise Katie Holmström dans la sitcom La fille du fermier, diffusée de 1963 à 1966. Derrière son sourire éclatant, lutte personnelle reflétée dans des relations brèves, souvent cachées. Après la sitcom, Inger a cherché des rôles matures dans des films comme A Guide for the Married Man et Hang 'Em High, espérant passer à un matériel plus sérieux. En avril 1970, alors qu'elle se préparait pour un autre projet prometteur, un profond désespoir personnel l'a submergée, mettant fin à son histoire bien trop tôt. Maggie McNamara. Maggie McNamara est apparue comme une actrice charmante et posée dans le Hollywood des années 1950, bien que ses débuts aient été modestes. Née dans une famille irlando-américaine, elle a d'abord travaillé pour une carrière de mannequin, ornant les couvertures de magazines qui prédisaient sa promesse cinématographique. Le producteur acclamé Otto Preminger l'a choisie pour la version théâtrale de The Moon is Blue de F. Hugh Herbert, un rôle qu'elle a repris plus tard dans l'adaptation cinématographique de 1953 avec William Holden et David Niven. Bien que certains groupes conservateurs aient condamné l'humour franc du film, la performance pétillante de Maggie est devenue sa marque de fabrique. Elle a continué à jouer dans quelques rôles au cinéma et à la télévision, mais sa carrière n'a jamais retrouvé le même élan. En équilibrant les défis personnels et les tensions financières, Maggie se soutenait comme dactylo dans les années 1970, nourrissant des espoirs non réalisés de raviver ses ambitions d'écriture. Finalement, ces derniers jours ont été marqués par une profonde désolation qui a tragiquement abouti à une fin déchirante de sa vie en 1978. Peggy O'Neill. Peggy O'Neill a trouvé la célébrité tôt en remportant un concours de beauté à 18 ans. Aspirant à une carrière à Hollywood, elle a obtenu un rôle principal dans Song of the Open Road en 1944, recevant une publicité chaleureuse comme un nouveau talent brillant. Les critiques ont loué son apparence fraîche et son potentiel, mais sa vie personnelle avançait rapidement aussi. Elle a épousé impulsivement l'officier de l'armée Lloyd Minor en janvier 1945, mais la relation a rapidement échoué, tout en envisageant une promesse d'un contrat à long terme avec Paramount. Pendant cette période, elle s'est engagée dans une romance sérieuse avec le scénariste Albert Mannheimer. Cependant, un grave désaccord l'a déstabilisée, alimentant le sentiment que sa vie qui évoluait rapidement était devenue accablante. Tragiquement, mettant un terme soudain et douloureux à son parcours à seulement 21 ans. Nora Lane. Nora Lane, à l'origine Nora Bennett Schilling de Chester, Illinois, s'est aventurée dans le mannequinat avant de tourner son attention vers Hollywood. Dès l'année 1927, elle apparaissait dans de petits rôles de films muets sous le nom de famille Lane. Parmi ses plus de 80 apparitions à l'écran, on note des performances remarquables dans des premiers westerns, y compris un rôle mémorable en tant que Zerelda dans Jesse James. Elle a également brillé dans The Cisco Kid et Western Frontier, où ses interprétations de femmes énergiques et indépendantes ont reçu des critiques positives. Aux côtés des co-stars Warner Baxter et Edmund Lowe, sans blessure. En 1941, après une série de modestes succès, Nora décida de se retirer de l'écran et épousa Burdett Henny. Leur vie ensemble semblait heureuse jusqu'à ce qu'une tragédie soudaine frappe en 1948, la laissant accablée de chagrin. En moins d'un mois de chagrin, elle fit un pas final et irrévocable loin du monde. Christine Maple. Christine Maple, à l'origine Christine Raphael, est née le 16 novembre 1912 à Belle Plaine, Kansas. Christine montrait un talent pour les concours, participant à des concours de beauté nationaux avant d'entrer sur la scène hollywoodienne. Florence Ziegfeld l'a remarqué.
où elle a gagné le surnom de Miss Univers. Son audace et son style flamboyant, y compris une apparition choquante sur scène sans tenue, malgré de brèves apparitions dans des westerns de Republic Pictures comme The Big Show et Roar and Lead, Christine se retrouva à voyager à l'étranger et à faire face à des effondrements répétés. En 1947, des bouleversements non résolus submergèrent sa vision autrefois dynamique, érodant progressivement sa joie à jamais et menant à son ultime adieu, déchirant. D'abord reconnue pour ses personnages aventureux et pleins d'esprit, Marie espérait des rôles plus forts qui mettraient en valeur sa palette. Néanmoins, à mesure que Hollywood évoluait dans les années 1920, sa présence à l'écran commença à diminuer. Au moment où elle a joué dans son dernier film, dans Un moment de tentation, son élan antérieur s'était estompé. Loin de la caméra, Marie a lutté contre des déceptions personnelles et un désir d'opportunités plus épanouissantes. En novembre 1936, après une période de détresse profonde, elle a fait face à un moment de désespoir irréversible. Son héritage reste un rappel des promesses fragiles du cinéma muet. Helen Lake Worthing. En déménageant au Massachusetts, elle a contribué avec diligence à la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale. Sa beauté saisissante l'a amenée à rejoindre les Ziegfeld Follies en 1921, attirant l'attention du public et des offres de films peu après. Les premiers rôles dans Enemies of Women et The Other Woman's Story montraient une promesse, les critiques louant sa présence à l'écran. Cependant, la vie personnelle de Helen a apporté des défis constants. Une agression brutale en 1927 l'a conduite aux soins d'un médecin afro-américain, le docteur Eugene Nelson, qu'elle a épousé, déclenchant un scandale largement répandu. Rejetée par l'industrie cinématographique, sa descente aux enfers inclut des problèmes de santé, une faillite. Malgré ses tentatives de retrouver une stabilité, elle lutta contre le chagrin et des revers répétés. En août 1948, l'épuisement d'Hélène face aux pressions de la vie entraîna un adieu final et douloureux. Irene Dalton. Irene Dalton était initialement sténographe et avait répondu à une annonce cherchant de nouveaux talents pour les studios Christie en 1920. Sa petite taille et ses cheveux noirs comme le jet ont fait d'elle une favorite dans des courts-métrages comiques aux côtés de vedettes. Elle a finalement fait équipe avec Lloyd Hamilton dans des succès tels que The Vagrant et Rolling Stones. Malgré son bouillonnement à l'écran, la vie privée d'Irene était hérissée de difficultés. Une liaison tumultueuse avec un millionnaire marié attira l'attention des tabloïds, entraînant des allégations sensationnelles. En août 1934, las de lutte incessante, elle fit son dernier départ. Ruan Lingyu. Ruan Lingyu, saluée comme la Greta Garbo de la Chine, est née Ruan Fengyan le 26 avril 1910 à Shanghai. Ayant perdu son père jeune, elle a commencé à jouer à 16 ans pour soutenir sa mère. En 1930, Ruan avait signé avec Lianhua Studios, livrant des performances acclamées dans Spring Dream of an Old Capital, Little Toys et The Goddess. Captivant les spectateurs avec ses yeux expressifs et sa présence gracieuse, elle restait constamment sous le feu des projecteurs médiatiques. Pourtant, sa vie personnelle s'avérait tumultueuse. Une liaison de longue date avec le joueur Zhang Damin, des procès et des disputes publiques amères sur les finances la dépeignaient comme une figure scandaleuse dans la presse. Les tabloïds s'intéressaient particulièrement à ses luttes privées, exacerbant ses angoisses. En mars 1935, accablé par le chagrin et un examen minutieux intense, Ruan ne trouva aucune évasion de son désespoir, mettant fin à une carrière lumineuse à seulement 24 ans. Joyce Jameson. Joyce Jameson a d'abord attiré l'attention en tant qu'interprète de scènes dynamiques, douée pour la comédie, le chant et la danse. Son sens du timing comique et son apparence frappante lui ont permis d'obtenir de petits rôles au cinéma dès le début des années 1950. Elle jouait souvent des blondes pétillantes et étourdies, bien qu'en dehors des caméras, elle soit connue pour être très cultivée. Les apparitions de Joyce sur grand écran incluaient des films comiques et dramatiques, comme les films gothiques anthologiques de Roger Corman, avec Vincent Price et Peter Lorre. À la télévision, elle a fait des apparitions dans des émissions populaires comme The Andy Griffith Show et a eu un rôle récurrent dans The Danny Thomas Show. Malgré sa polyvalence, Joyce a eu du mal à obtenir des rôles principaux au-delà des stéréotypes comiques. Elle a lutté en privé contre des revers personnels et des problèmes de santé, révélant un contraste frappant avec son personnage à l'écran. À la fin des années 1960, ses pressions et déceptions se sont intensifiées, culminant en une décision douloureuse qui a brusquement mis fin à son parcours brillant mais sous-apprécié. Vera Sisson. Vera Sisson a étudié à la Brownlee Collegiate School for Girls de Denver avant de se rendre en Californie pour se lancer dans le cinéma.
Obtenant son premier rôle à l'écran dans The Helping Hand en 1913, elle est rapidement devenue une présence fiable dans les westerns aux côtés de G. Warren Kerrigan. Les interviews révèlent qu'elle rêvait d'ouvrir son propre studio de production. En 1916, Vera épousa le réalisateur Richard Franchot, avec qui elle partageait un partenariat fervent. Un changement vers biographe en 1915 apporta de nouvelles collaborations, et elle apparut plus tard aux côtés de Rudolph Valentino dans The Married Virgin. Cependant, les dures épreuves de la vie ont mis à l'épreuve sa résilience, surtout après le décès prématuré de son mari en 1953. Le désespoir pesait lourd après les événements, culminant en une résolution finale qui mit fin à ses luttes durables.